Très bien. Alors, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tout le monde et bienvenue donc sur cette session numéro 2 de l'accélérateur climat du Pacte mondial Réseau France de 2024. Aujourd'hui, cette session donc porte sur l'inventaire des gaz à effet de serre. Et durant cette session, nous allons mettre plus l'accent sur la mesure des GES et nous passerons en revue les scopes 1, 2 et 3. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir des intervenantes voilà, qui sont Sofiane Poulain-Houl et Maeda Adzioumanovic, qui sont toutes les deux senior analystes Climate Change et ESG Advisor chez WSP Canada. Je vous remercie toutes les deux d'être présentes ici aujourd'hui. Et dans un second temps, nous allons également faire intervenir Valérie Leroy, qui est responsable de la qualité et de l'environnement chez Le Galet, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Pour vous présenter le programme d'aujourd'hui, je vais tout d'abord faire une petite introduction et vous faire un rappel du calendrier qui va prendre un petit 10 minutes. Et ensuite, nous passerons aux intervenants qui interviendront donc durant 30 minutes pour WSP Canada et 30 minutes également pour Le Galet. Et ensuite, vous pourrez poser des questions à la fin de chaque présentation comme vous l'entendez. Voilà, j'admets les derniers retardataires et nous pouvons continuer. Là, je voulais vous faire un rapide aperçu de notre calendrier, voir où nous en sommes. Donc, nous sommes sur la partie rouge. Et normalement, pour cette séance numéro 2 de l'accélérateur, vous avez dû visionner les deux capsules vidéo de l'Académie, qui sont la première vidéo mesure de GES scope 1, 2 et 3, et la deuxième aperçu du scope 3, comprendre le concept. Avant de commencer, je voudrais juste attirer votre attention sur un update que j'ai eu pour la séance SBTI Practical Exercise, donc qui est la session numéro 4. La date a été fixée au 17 octobre 2024. Donc, ça sera une session qui sera organisée par le siège et qui fera intervenir des experts SBTI pour répondre à vos questions durant cette session. Donc voilà, ça sera le 17 octobre. Retenez bien cette date pour le mettre dans votre agenda. De toute façon, vous serez invité à l'invitation Outlook quand la session sera prête. Donc voilà, pour la session d'aujourd'hui, vous avez dû normalement regarder ces deux capsules-là. Voilà. Et avant de commencer, je veux faire juste une toute petite parenthèse sur les universités d'été que le Pacte mondial Réseau France organise. C'est sur les îles Paul Ricard et se déroulera du 3 juillet jusqu'au 5 juillet. Et ce sera l'occasion de pouvoir nous rencontrer et de passer 3 jours tous ensemble à discuter sur des éléments de durabilité à l'échelle des entreprises, des territoires et des filières, et aussi de partager nos expériences les uns avec les autres dans un environnement assez sympathique et saisonnier. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Les places sont limitées, donc dépêchez-vous et vous aurez donc les informations sur cette présentation-là avec les liens dans la présentation. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que nous commencions? Non, non. Non. Alors, si tout le monde est OK, nous allons pouvoir commencer. Juste un petit rappel avant l'intervention. Utilisez le chat ou levez la main si vous voulez poser des questions. Gardez votre caméra allumée, c'est toujours mieux et ça crée un peu plus de convivialité. Éteignez aussi vos micros si vous ne parlez pas, ça évitera des bruits de fond. Et également, voilà, enjoy et je vais laisser la parole à nos intervenants de WSP. Je vous remercie. Merci, super, merci beaucoup.
Bonjour à tous et enchantée. Je m'appelle Maïda, je suis analyste principale au sein de l'équipe des changements climatiques, la résilience et la durabilité chez WSP Canada. Sofiane, je te laisse se Oui, présenter. bien sûr. Merci Maïda, merci Merlin. Donc, Sofiane Poulain-Houle, je suis également analyste principale dans l'équipe de changement climatique, résilience et durabilité chez WSP Canada. Euh, Ma collègue Maïda et moi, on est toutes les deux basées à Montréal. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour participer et vous présenter cette session. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je suis Oui, désolé, j'ai juste mon ordinateur qui est très lent. Donc, voilà, c'est bon. ok, super. Merci. Donc, ensuite, nous allons réviser les principes fondamentaux des GES. Prochaine, s'il vous plaît. Et encore. Super. Premièrement, on se pose la question, pourquoi mesurer ou calculer les émissions de GES? Avant d'entrer dans les détails de la création d'un inventaire carbone, il est essentiel de comprendre pourquoi euh, la quantification des émissions de GES est importante. Le changement climatique est un problème mondial qui touche tout le monde et il faut collectivement œuvrer en faveur d'un climat mondial qui a été défini et adopté par l'accord de Paris en 2015. Euh, les objectifs visent à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, au-dessus du niveau pré-industriel d'ici la fin du siècle. Et l'objectif idéal, mais plus ambitieux, est de limiter le réchauffement à 1,2, pardon, 1,5 degrés pour éviter de graves conséquences climatiques à l'échelle mondiale. Ces objectifs sont donc basés sur la science et guident les voies de réduction des émissions. Il n'est pas Comme vous... trouvé forcément des... Pardon? Ok, peut-être je vais continuer. Euh, Comme vous le savez, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Une gestion efficace des émissions de gaz à effet de serre commence par une quantification précise de ces émissions. Les organismes ne peuvent pas aborder les émissions efficacement sans comprendre leurs sources et leur quantité. Et donc, mesurer les GS est vraiment la première étape essentielle vers la définition d'objectifs et leur réalisation grâce à des réductions d'émissions. La façon de mesurer vos émissions est donc de construire un inventaire de GES. Et cet inventaire identifie les types de GES émis, leur quantité et leurs sources. Par exemple, la consommation d'énergie, le transport et les processus industriels. C'est grâce à ces données que les organismes comme le vôtre peuvent développer des stratégies éclairées d'atténuation. Il est également important de se rappeler que pour être reconnu par des initiatives comme le Science-Based Targets Initiative et pour être approuvé par eux aussi, les entreprises doivent adhérer aux normes de protocole de GES, de GHG Protocol, car ces normes fournissent des lignes directrices pour une quantification cohérente et précise des émissions. Ainsi, une fois les émissions de GES quantifiées, les organisations peuvent fixer des objectifs de réduction. Ces objectifs sont essentiels pour s'aligner sur l'accord de Paris et contribuer à l'action climatique mondiale. Et les objectifs de réduction peuvent inclure des réductions absolues des émissions ou des objectifs basés sur l'intensité, par exemple, les émissions par unité de production. Enfin, une étape très importante consiste à surveiller le progrès car le travail que vous effectuez ou vous allez commencer à faire est en cours.
En surveillant régulièrement les progrès vers les objectifs de réduction, les organismes peuvent suivre leur performance au fil du temps et ajuster leur stratégie selon les besoins. Et en résumé, quantifier les émissions de GES n'est pas seulement un exercice technique, c'est une base vraiment essentielle pour une action climatique efficace. En comprenant notre impact, nous pouvons prendre des mesures significatives vers un avenir plus durable. Prochaine s'il vous plaît. Ensuite, on va parler un peu des limites organisationnelles. Comme vous le savez, il existe deux types de limites qui doivent être prises en compte lors de la conception de votre inventaire. C'est ça, les limites organisationnelles et opérationnelles. Les limites organisationnelles déterminent quelles opérations de l'entreprise seront incluses dans l'inventaire. La première consiste à prendre en compte votre structure organisationnelle lors du choix des limites. La deuxième étape consiste à être cohérent et transparent dans vos choix. Pour garantir la cohérence, les entreprises doivent choisir une seule approche de consolidation et l'appliquer à toutes leurs opérations. Il n'existe pas vraiment une approche correcte ou suggérée. C'est à votre organisation de choisir celle la plus appropriée au contexte de votre entreprise. Prochaine, s'il vous plaît. Parfait. Donc, si nous revoyons ce que vous avez pris, il y a deux approches de consolidation. La première approche, c'est la méthode Equity Share par l'équité. Et selon cette approche, une entreprise calcule ses émissions en fonction de sa part de propriété ou pourcentage de capitaux propres dans une opération. Par exemple, si une entreprise possède une co-entreprise détenant une participation de 50% dans une opération minière, elle ne déclarait que 50% des émissions associées à cette opération minière dans son inventaire. La deuxième est l'approche de contrôle. Avec l'approche de contrôle, une entreprise calcule 100% des émissions de toute opération sur laquelle elle exerce le contrôle, quel que soit le pourcentage de propriété. Le contrôle peut être défini de deux manières. On a le contrôle financier ou financial control. Là, une entreprise peut diriger ses politiques financières et opérationnelles dans le but d'obtenir un avantage économique. Le contrôle financier est également établi lorsqu'une entreprise détient un intérêt économique de plus de 50% dans une opération, bien que cette règle puisse être contournée par des accords contractuels uniques. Et ensuite, on a le contrôle opérationnel ou operational control. Lorsqu'une entreprise a le pouvoir d'introduire et de mettre en œuvre des politiques opérationnelles, cela est donc généralement évalué au cas par cas. Et illustrons les différences à l'aide de l'exemple de la diapositive. Ici à droite, nous avons l'entreprise Y qui possède des actions dans deux installations. Donc, installation A. L'entreprise détient 100% du capital et du contrôle opérationnel et financier total. Cela signifie que dans toutes les approches, 100% des émissions A de l'installation sont incluses. À l'autre extrémité, installation B, on a l'entreprise qui détient 50% du capital, mais aucun contrôle opérationnel ou financier dans l'installation B. Dans le cadre de l'approche Equity Share, 50% des émissions de l'installation B sont incluses. Mais dans le cadre des approches du contrôle financier et opérationnel, les émissions de l'installation B sont excluses des limites organisationnelles. Le choix de l'approche de consolidation peut donc avoir un impact sur votre inventaire de GES. Il est important d'en tenir compte.
Cependant, les structures de propriété des entreprises peuvent être complexes, ce qui rend difficile l'impact du choix d'une approche plutôt que d'une autre sur les émissions déclarées. Pour donner un exemple simple, considérons une entreprise qui détient une participation minoritaire de 40% dans une opération. Encore selon l'approche d'Equity Share, cela représenterait 40% des émissions de cette opération. Cependant, étant donné qu'une participation minoritaire est généralement associée à l'absence de participation majoritaire dans une opération, aucune émission ne serait comptabilisée selon l'approche du contrôle financier, sauf s'il existe un accord contractuel stipulant un statut de contrôle, par exemple. Et les motivations pour choisir une approche de consolidation peuvent être, par exemple, de s'aligner sur les normes internationales en matière de rapports financiers. Le contrôle financier Equity Share s'aligne sur les normes d'information financière, car l'aspect économique de la relation entre une entreprise et une opération prime sur le statut juridique de la relation dans les deux approches. Une autre motivation potentielle est de s'aligner sur les exigences des réglementations gouvernementales pertinentes. Par exemple, l'approche de contrôle opérationnel est souvent l'approche de reporting attendue pour se conformer aux réglementations gouvernementales pertinentes telles que les systèmes d'échange de droits d'émission. Donc, merci et je passe à Sofiane pour les prochains sujets. Merci beaucoup, Maïda. Donc, maintenant, on passe au concept de limite opérationnelle, operational boundary. Donc, la limite opérationnelle fait référence, elle, aux sources d'émissions réelles qui vont être incluses dans l'inventaire de GS. Le processus commence par l'identification des émissions qui sont associées aux opérations de l'entreprise. Et c'est vraiment le concept de scope, comme il est défini dans le GHG protocole, qui est essentiel à ce processus de limite opérationnelle. Donc, comme vous avez vu, on a 3 scopes d'émissions. Le scope 1 sont les émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées par l'entreprise. Donc, par exemple, on va parler de la combustion de carburant des véhicules qui appartiennent à l'entreprise ou des fuites de réfrigérants dans des installations. Pour le scope 2, ce sont toutes les émissions indirectes qui proviennent de la génération d'énergie achetée, donc que ce soit de l'achat d'électricité, de vapeur, de chaleur, de refroidissement. Et puis finalement, toutes les autres activités indirectes qui proviennent de la chaîne de valeur de l'entreprise vont aller dans la catégorie de scope 3. Pour le scope 3, je vais vous en parler un peu plus en profondeur là, dans la prochaine slide. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le concept de scope est si important, c'est pour éviter le double comptage. Par exemple, si on pense à une entreprise qui génère de l'électricité à partir d'une chaudière alimentée au gaz, les émissions qui sont associées à la production de cette électricité-là seraient le scope 1 de l'entreprise qui la produit parce qu'elle consomme le gaz. Mais ces mêmes émissions seraient le scope 2 pour une autre entreprise qui consomme cette électricité. Et de la même manière, les émissions du scope 1 et 2 de ces entreprises pourraient aussi devenir les émissions de scope 3 d'une autre entreprise. D'où l'importance de bien catégoriser vos différentes émissions. Donc, à retenir pour définir les limites opérationnelles, on garde en tête 3 grandes étapes. La première, c'est d'identifier les sources d'émissions en cartographiant toutes les activités de la chaîne de valeur de votre entreprise, que ce soit direct ou indirect. Une fois que toutes les activités sont cartographiées, on va pouvoir ensuite catégoriser les émissions dans les différentes catégories et activités en fonction du choix de la limite organisationnelle, puis finalement commencer à comptabiliser les émissions. Donc, dans la prochaine slide, avant de passer à la période de questions, on va regarder un peu plus en détail. Ça peut être là, oui, cette slide-là, c'est bon. Plus en détail des exemples de sources d'émissions de GS du scope 3. Donc, les catégories du scope 3 sont divisées en deux. On a toutes les émissions en amont et puis celles en aval. Donc, ce qui est des catégories en amont,
On a les biens et services achetés. Donc, c'est toutes les émissions qui proviennent des achats que vous allez faire pour le fonctionnement de votre entreprise. Par exemple, le papier, par exemple, des matériaux que vous allez acheter si vous êtes en industrie de construction. Ça dépend beaucoup de votre type d'entreprise, mais c'est tous les biens et services aussi. Donc, que ce soit des services de marketing, de poste, et éventuellement. Ensuite, on a les immobilisations, les capital goods. Donc, ça, c'est les émissions qui proviennent euh, de vos immobilisations. Donc, tout ce qui est mobilier de bureau, par exemple, bâtiment, voiture, c'est des biens qui sont durables que vous allez avoir donc dans la durée. Par exemple, on peut penser également aux ordinateurs qui vont être que vous allez acheter pour votre entreprise. Souvent, les biens en immobilisation, on va voir quand on fait les inventaires de GS qu'on va avoir souvent des pics, donc les années où on achète beaucoup de matériel durable et ensuite de ça, des périodes sans vraiment grands achats de capital goods et ça revient. Ensuite, on a les activités liées au carburant et à l'énergie. Donc, ça inclut les émissions qui proviennent de l'extraction, de la production et du transport en amont des carburants et de l'énergie utilisés par l'entreprise. Et donc, c'est toutes les catégories qui sont pas incluses, toutes les catégories liées à l'énergie qui ne sont pas incluses dans le scope 1 ou 2. Ensuite, on a le transport et distribution en amont. Donc, ce sont les émissions qui proviennent des transports et de la distribution des produits achetés. Ça comprend les matières premières et les biens semi-finis. Les déchets générés par les opérations, c'est tout ce qui concerne l'élimination, le traitement des déchets générés par l'entreprise. Donc, euh, on va le comptabiliser de la même façon si c'est une entreprise de bureau où on a des déchets du quotidien que si c'est une industrie où on a de la production et qu'il y a des matériaux, des matières premières qu'on ne réutilise pas euh, et qu'on va amener en fin de vie. Et d'ailleurs, pour la fin de vie, euh, je saute un petit peu, mais vers la fin, traitement en fin de vie des produits vendus. Euh, donc, ça va être... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un bout. Ce que je voulais dire pour la fin de vie des produits, c'est que ce que je voulais dire pour le traitement des déchets, pardon, je me concentre, c'est qu'en fait, on va considérer la manière dont les déchets sont traités, donc s'ils sont incinérés, s'ils sont enfouis, compostés, par exemple, ainsi que les distances pour les années dans les sites où ils seront gérés. Euh, la catégorie voyage d'affaires, donc ça concerne toutes les émissions qui sont liées au transport des employés pour des activités professionnelles. Donc, on parle des voyages aériens, ferroviaires, en autobus, la location de voitures, euh, également les hôtels, par exemple, tout ce qui est les accommodations. Il y a également la catégorie des déplacements des employés pour aller et revenir au travail. Donc, ce sont les émissions vraiment liées au transport. Et puis, la dernière catégorie en amont, ce sont les actifs loués, qui concernent les émissions des actifs loués pour les opérations de l'entreprise qui ne sont pas inclus dans le scope 1 ou 2. Donc, ça peut être des bureaux que vous louez, par exemple, ou ce ne serait pas inclus dans le scope 1 et 2 en fonction de la limite organisationnelle, mais ça peut être également d'autres types d'équipements, par exemple une génératrice qui serait louée, qui fonctionne dans vos bureaux ou des choses comme ça. Dans les catégories en aval, on a le transport et la distribution, donc le transport et la distribution des produits vendus par l'entreprise euh, est payé par une autre entité. On a également le traitement des produits vendus, donc c'est tous les traitements intermédiaires ou les actions intermédiaires qui vont se passer sur votre produit par d'autres entreprises en aval. L'utilisation des produits vendus, donc ce sont toutes les émissions qui sont associées à l'utilisation finale des biens et services vendus par l'entreprise. Donc souvent, ce qui va être considéré ici, c'est plutôt les émissions d'un produit qui utiliserait de l'énergie ou de l'électricité pour fonctionner en aval, par exemple. Ensuite, on a le traitement en fin de vie des produits vendus, donc les émissions associées à l'élimination ou au traitement des déchets de ces mêmes produits. Puis les actifs loués en aval. Donc ça, à l'inverse, c'est plutôt les émissions qui sont associées à l'exploitation des actifs qui vous appartiennent par d'autres parties. Donc, si par exemple, vous louez une partie de vos locaux pour une autre entreprise, puis finalement,
On a les émissions des franchises et des investissements. Donc, les investissements, ça inclut les émissions qui s'associent aux investissements en actions et en dette, par exemple, ou au financement à certains projets. Ça fait le tour des 15 catégories de Scope 3. Je vois qu'on a déjà des mains levées, des questions, donc c'est parfait. On peut commencer à répondre à vos questions. Oui, merci. J'ai une question concernant le use of products. Pourquoi on met ça dans l'entreprise qui le fait? Je n'ai pas bien compris ça, même si j'ai vu plusieurs fois, mais comme, comme c'est vendu et comme c'est peut-être l'électricité qui, qui est, qui le vendeur, qui le la personne l'entreprise qui a acheté utilise, pourquoi on le met en scope 3? C'est une très bonne question. Merci beaucoup pour la question. En fait, je prendrais même un petit pas de recul pour dire qu'en fait, toutes les émissions qui sont dans le scope 3, c'est des émissions où vous n'avez pas nécessairement le contrôle. Et donc, même s'il est demandé souvent de faire le reporting sur ces émissions, euh, il est connu et su que vous n'avez pas nécessairement un impact direct sur les émissions qui sont émises. Et donc, il faut vraiment voir la, le scope 3 comme les émissions globales de vos activités, même si elles sont très indirectes et très loin dans votre chaîne de valeur. Euh, Parce que même si vous n'avez pas un impact direct sur la façon dont votre bien est utilisé, par exemple, éventuellement, ça peut faire des remises en question sur les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler ou la façon dont vous allez construire votre produit ou votre service au niveau de son utilisation. Je ne sais pas, Maïda, si tu voulais compléter peut-être sur cette réponse. Euh, ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, juste que si on parle juste des use of sold products, l'idée c'est que quand vous vendez des biens ou des services à une autre entreprise, euh, tout ce qui se passe à ce moment avec l'autre entreprise, vous comptez ça comme votre scope 3. C'est à peu près ça. Je ne sais pas Donc si ça peut-être répondait exactement à la question ou si ça aide dans la réflexion, en tout cas derrière. Ça m'aide dans la réflexion, c'est même si je comprends, ce n'est pas si facile à comprendre tout de même, mais de temps en temps, on apprend quelque chose, c'est une règle. Et c'est comme ça. C'est plus facile. ou peut-être on peut donner un exemple, Sofiane. Euh, euh, Moi, j'ai si un on exemple très concret, si vous voulez, pour illustrer. super, merci. Non, je me présente, je suis Clément Régis et je travaille pour la société Palais d'été. Donc nous, on est importateur et distributeur de thé et infusions premium. Et en fait, nous, l'utilisation du produit, c'est qu'en fait, en vendant donc le thé et les infusions à nos clients, on leur impose qu'ils fassent chauffer de l'eau. Et en fait, on s'est rendu compte que, au vu de tous les volumes de thé qu'on vendait tous les ans, il fallait faire chauffer l'équivalent de à peu près 20 piscines olympiques d'eau chaude. Donc en fait, ça nécessite pour l'utilisateur d'utiliser de l'électricité et donc d'émettre indirectement des gaz à effet de serre. Et en fait, on s'est rendu compte que l'éducation en fait du consommateur, elle était hyper importante parce que on a appris de l'usage des utilisateurs qu'en fait, ils font chauffer une fois et demie le volume d'eau nécessaire et que donc il y a toujours un demi-litre d'eau chaude qui finit dans l'évier. Et donc de 20 piscines olympiques chauffées, on passe à 30 piscines olympiques chauffées. Et donc on se rend compte que en vendant un produit, on impose un usage aux clients, aux consommateurs. Et en fait, c'est aussi de notre responsabilité de promouvoir en fait un mode de consommation qui soit plus durable. Donc de les encourager à ne faire chauffer que le bon volume d'eau, mais aussi de les encourager à aller vers d'autres modes de consommation, de l'infusion à froid, donc qui ne nécessite pas de faire chauffer de l'eau, par exemple. Voilà. D'où l'importance de prendre ça en compte dans son bilan carbone.
Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très pertinent et en effet, ça illustre bien. J'ai juste une question. Vous êtes de quelle société? Palais Clément d'été. Régis? Le Palais d'été. D'accord. Oui, tout à fait. Et comment, parce que moi je suis fan de thé, mais moi je vois par 50 centilitres. Comment vous avez fait ce calcul? Moi je fais chauffer 50 centilitres, je mets dans ma tasse et je fais chauffer que les 50 centilitres. Comment vous avez Vous fait êtes cette étude? fantastique. Parce que vous faites chauffer sans doute au micro-ondes. Mais les gens qui utilisent des bouilloires ou des Non? casseroles, en général, font Ah chauffer oui, beaucoup plus parce que que... moi j'ai une bouilloire avec une graduation en fait. Voilà. Donc, Et donc ouais, aussi, d'accord. ça va Oui. aussi dans l'arbitrage des produits qu'on va vous vendre à nos consommateurs. Typiquement, d'aller vers une bouilloire où est affiché beaucoup plus clairement une tasse, deux tasses, trois tasses, pour pas qu'il fasse chauffer trop d'eau. D'accord. Voilà. Mais si vous avez d'autres questions, on peut s'écrire M- en Moi, parallèle. j'ai juste une question, parce que moi, j'ai fait faire mon bilan carbone et j'ai rien qui ressort en use of sold products, parce qu'en fait, on vend des services. Mais en fait, je me dis que même comme je vends du service numérique, qui du coup tourne sur quand même aussi des ordinateurs, et ces ordinateurs, ils utilisent de l'électricité, est-ce que vous estimez qu'en fait, c'est juste ou c'est pas juste de rien avoir en use of sold products? Parce que c'est un sold service. Mais C'est une bonne question. Hem, Avec, ce contexte-là, c'est difficile à répondre exactement parce qu'il se peut très bien que vos émissions de Scope 3 soient calculées ailleurs, en fait. Dans justement, par exemple, l'énergie, la catégorie 3 du Scope 3 qui est toutes les autres émissions liées à l'énergie qui ne sont pas calculées en Scope 1 et 2. Si, par exemple, quand vous avez fait votre bilan, les personnes qui l'ont réalisé prenaient déjà en compte, par exemple, les pages Internet, les nombres de fois qu'elles étaient visitées, les vidéos, combien de fois elles tournaient. Je ne sais pas exactement quel produit vous vendez, mais il se peut que que ce ne soit pas faux, si, dépendamment de comment ont été catégorisées les différentes activités. Si ce n'est pas du tout pris en compte, je pense que ça pourrait être intéressant éventuellement de le faire et de peut-être challenger les approches qui ont été mises en place. Mais ça se pourrait que ce soit déjà comptabilisé dans une autre catégorie. mais je pense qu'en fait, ils ont utilisé que sur les pages web qu'on utilise pour notre vitrine, mais sur notre vrai travail, je suis pas sûre en fait. Et est-ce que donc on parle de use of sold products ou c'est use of sold products and services qu'il faudrait mettre dedans? C'est use of sold products and Ouais. services. On fait, par exemple, un autre D'accord. exemple, on a, j'ai travaillé avec des propriétaires de ponts. Et donc, l'utilisation du bien, même si ce n'est pas un produit fini, c'est une immobilisation. Et on va considérer les passages de train, de voitures, de camions comme l'utilisation du produit, même si c'est un peu, un concept élargi de produit, peut-on dire. D'accord. Merci. Merci pour cette réponse. On va passer aux autres questions. Je crois qu'il y a 3 mains levées dans le chat. Je crois que c'est vous, Colline Vaillant, qui avez levé la main en premier. Oui, merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a des travaux derrière moi. Une petite question qui est liée à tout ça, sur où s'arrêter justement, pour vous donner du contexte. Moi, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Swile. On vend des cartes de paiement en titre restaurant. Donc en fait, on va comptabiliser l'impact d'un paiement quand quelqu'un paye avec sa carte, avec l'électricité que ça génère. On ne va pas comptabiliser le repas que la personne va acheter derrière. Mais c'est probablement une limite. Cependant, on se dit que nos clients eux-mêmes vont le comptabiliser dans le client, donc dans leur bilan. Donc, je me demande s'il n'y a pas de double comptage. Et du coup, même question sur la partie de transportation and distribution. Finalement, le fait de l'avoir en scope 3 indirect, enfin de l'avoir en amont et en aval, est-ce qu'on n'est pas sur un double comptage chez nous et chez nos fournisseurs ou nos clients? C'est C'est une une très très bonne bonne question. question. Je te laisse répondre, Maïda, vas-y. Ouais, mais je pense que c'est vraiment important de début de bien stipuler qui sont vos limites opérationnelles. Au moins comme ça, euh, euh, c'est transparent pour l'autre entreprise aussi.
euh, regarde votre inventaire pour comprendre où ça arrête. Puis le scope 3, c'est toujours une catégorie un peu vague. I don't know if I can say that, vague. Euh, mais euh, c'est vraiment facile d'aller plus loin que c'est nécessaire ou que c'est pertinent. On ne veut pas faire scope 3 du scope 3 du scope 3. Donc, dans votre cas, à mon avis, euh, les émissions liées aux repas, les repas qui sont achetés avec les- cette fonctionnalité, euh, c'est vraiment le scope 3, par exemple, du restaurant euh, où les gens, où les gens allaient. Donc, Sofiane, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Si moi je Oui, peux rajouter quelque chose aussi. Désolé, je vois que le temps continue de couler, mais juste pour rebondir sur cette question, il y a un gros travail qui doit être fait sur le calcul du scope 1, 2 et 3. C'est aussi de travailler avec les parties prenantes pour que, comme vous dites, qu'il n'y ait pas de redondance entre le calcul des scopes 3. Et ça, c'est vraiment très important d'être en contact avec ces parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de doublons. oui, parce qu'en fait, juste si je me permets de compléter là-dessus, mais sur le scope 3, on s'attend à ce que plusieurs entreprises ou entités puissent déclarer les mêmes émissions. En fait, les émissions scope 1 et 2, chacun a un scope assez défini clairement, justement, où on va éviter le double comptage et on ne veut pas le faire. Ce qui est important, c'est de s'assurer que dans votre propre scope 3 à vous, vous n'avez pas de double comptage dans vos activités. Donc, entre les différentes catégories, que vous ne comptez pas deux fois vos mêmes émissions. Mais à ce jour, de la façon qu'on calcule les différentes catégories du scope 3, d'autres entreprises vont déclarer les mêmes émissions et ce n'est pas un problème en fait. C'est attendu. Et c'est plutôt pour connaître votre propre chaîne de valeur et pour être sûr que vous ne soyez pas en train de compter en double certaines de vos émissions à ce stade. Mais effectivement, et ce sera à redéfinir dans le futur, je pense, pour, euh, pour mieux différencier les différents scopes. Mais par contre, j'ai Super. pas compris parce que, a priori, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on est censé faire aussi tous ces bilans carbone pour que ça puisse être agrégé et puis qu'on puisse avoir aussi une empreinte carbone au niveau d'un pays, par exemple. Et dans ce cas-là, si certains calculent dans le scope 3 des émissions qui sont dans leur chaîne de valeur, puis c'est repris, etc., au lieu que ça fasse comme la TVA hein, qui se transmet de bout en bout, bah, là, en fait, ça va s'accumuler. Non, pas nécessairement parce qu'en fait, comme les chaînes d'approvisionnement, elles sont bien interconnectées et très complexes, si on prend à l'échelle du pays les scopes 1 et 2 de tout le monde, théoriquement, on inclut déjà tous les, tous les, on n'aurait pas besoin de calculer les scopes 3, en Oui, fait, mais parce que d'accord. ce sont les émissions indirectes. Donc, si on calcule à l'échelle du pays, il n'y a pas de double comptage en soi parce qu'on va aller calculer les émissions de scope 1 et 2 de tous les individus et de toutes les entreprises. Et donc, les scopes 3 sont implicitement inclus puisque les scopes 1 et 2 sont les scopes 3 de quelqu'un d'autre. Si c'est exhaustif, oui. Exact. Merci pour cette réponse. Nous allons continuer avec les questions. Je crois que Monsieur Henry, vous aviez levé la main. Oui, tout à fait. En fait, moi, je travaille chez un transporteur et donc ben, j'ai une dépense énergétique qui est quand même très importante au titre des transports. Et du coup, je voulais comprendre la segmentation de l'énergie entre le scope 1 et le scope 3. Donc, si j'ai bien compris, donc en scope 1, je vais prendre l'énergie utilisée, mais par contre, tout ce qui concerne l'amont, donc je vais le mettre dans le scope 3. Est-ce que c'est bien ça? Oui, si vous êtes le transporteur, vos Oui. émissions euh, seront en scope 1 principalement. Donc, ça va être les carburants que vous allez consommer Mhm. vous-même. Les scopes 3, c'est éventuellement si vous achetez des services de transport en plus, en amont ou Ah, en d'accord. aval. Mais D'accord, oui, parce sinon, que... Oui, je vous laisse continuer. non, non, allez-y, j'avais terminé. Ah ouais, parce que du coup, moi, j'avais une confusion. Du coup, je me demandais s'il fallait que je split mon facteur d'émission
en prenant uniquement la partie utilisation du carburant, du diesel, mais par contre tout ce qui est amont, tout ce qui est en fait le transport nécessaire pour le diesel, moi je me demandais s'il fallait que je le mette dans le scope 3. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, je prends l'ensemble du facteur d'émission et tout ce qui est consécutif à mon transport que moi je fais directement, je le mets dans le scope 1. Et donc tout ce qui est autre transport que moi je ne réalise pas, je le mets dans le scope 3. C'est bien ça? Ouais. Oui, Ok, super. Ça répond à ma question. Mais merci parfait. beaucoup. Merci. Quelle efficacité! Je crois que nous avions une troisième main levée. Oui, Oui, tout à fait, c'est moi. oui. Donc, je travaille pour un fabricant de parfums et d'arômes et d'ingrédients. Et ma question était assez pratique, en fait, au niveau du transport. J'ai compris qu'il y avait une différence entre quand on transporte notre marchandise, parfois c'est le client qui paye et parfois c'est nous qui payons. Et j'ai cru comprendre par rapport au module qu'il y avait une subtilité au niveau de la catégorisation des émissions. J'aurais plutôt tendance à dire que la différence va être au moment où le transport se produit. Donc, si ce sont des intrants, des produits que vous achetez pour faire la production ou la fabrication des parfums, par exemple, les arômes Mhm, que vous recevez, tout ça, ce serait du transport, de la distribution en amont, alors que l'aval, ce serait plutôt les produits vendus jusqu'au client final. Je pense que d'accord. c'est pas ça la question, c'est plutôt si dans l'achat, si vous avez une valorisation monétaire et parfois vous avez le transport qui est inclus dans le Tout à prix fait. d'achat. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le mettre en purchase goods and services. Par contre, Mhm, si vous avez votre fournisseur qui, lui, s'occupe pas de l'achat, donc vous faites appel à un transporteur, dans ce mhm, cas-là, vous avez une facture à part qui, du coup, arriverait en transportation distribution. Mais en mm, fait, c'est pas tout à fait juste parce que selon ce qui est convenu, en fait, avec votre fournisseur, eh ben, il y a une part dans purchase goods and services qui devrait se retrouver dans transportation and distribution. mm. Oui, c'était pas ça vraiment ma question, mais pourquoi pas. Non, ma question, c'était vraiment, j'ai vu pendant la formation qu'il y avait une spécificité qu'il fallait que, je sais plus, si ce soit nous qui payons ou le client qui payait, et que c'était pas catégorisé enfin, de la même manière si c'était nous qui payons ou le client qui payait. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que je sais pas, Euh, Maïda, tu as l'air de te lancer. Je te laisse. Ouais, ben, je pense, je sais pas si je comprends bien la question, mais si c'est une question, comment comptabiliser Ouais. si on sait quelle entreprise a payé pour Mm, l'activité, euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment considéré comme un aspect dans la décision de comptabiliser ou non. très bien. Ok. Très bien, Le c'est vrai. fait de qui paye, parce que vous, comme entreprise, toutes vos activités existent et ils, euh, euh, comment dire ça, euh, vos activités ont un impact sur Mm, la distribution en aval et en amont. Euh, de toute et manière. ça, ouais, Mm. de toute manière, Indépendamment c'est de ça. qui paye. D'accord, pas de problème. Ouais, exact. Merci. Merci. Je crois qu'on a une dernière question. Oui, je crois qu'on a une dernière question, Monsieur Gauthier, et ensuite on passera à l'autre intervention s'il y a plus de questions après. Bonjour. Alors déjà, excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu. Dans le cadre en fait des parcs de véhicules, nous louons en fait une flotte de véhicules pour un certain nombre de personnes, techniciens, commerciaux, autres. Je comprends que toutes les émissions qui sont liées finalement au kilométrage parcouru, à la consommation d'énergie liée à ces véhicules sont à mettre
on va dire dans le scope 1. Et par contre, on va avoir une partie en scope 3 qui va correspondre finalement aux émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication de ces véhicules. Par contre, ma question était, euh, comme je suis enfin, nous, on est en location et pas en acquisition. Et par exemple, les machines, les voitures, on va les garder dans notre parc entre 3 et 5 ans. Euh, en fait, quand je fais rentrer une voiture je renouvelle mon parc, quand je fais rentrer une nouvelle voiture en location dans le parc de location, c'est cette année-là que je prends en compte les émissions liées à sa fabrication et que je les mets dans le scope 3. Et si oui, mais ça veut dire qu'à chaque fois que cette voiture va être louée, euh, l'entreprise qui va louer cette voiture va reprendre ses impacts de fabrication. Et en fait, on va les retrouver à chaque fois, à tous les cycles de 3 4 ans, il y a quelqu'un qui prend en compte les émissions liées à la fabrication. C'est là où j'ai du mal à Non, comprendre. Si je vais l'acheter, je ouais. comprendrai, mais comme je suis en location, j'ai peur de mal comprendre. Je... Et Maïda, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais j'aurais tendance à dire que pour un parc de véhicules qui est loué, en fait, c'est pas la fabrication que vous prenez en compte, mais c'est l'utilisation des voitures pendant le moment où Ouais, elle est exact. dans votre parc immobilier. Ah ben voilà. Et donc, du coup, il y a pas de scope 3 qui s'appliquerait. On serait juste sur un scope 1 d'utilisation. En fait, je crois qu'il faut aussi considérer la catégorie des actifs loués. Et ça va être... c'est ça, Sofiane? Oui. Ouais. Puis, puis je crois que c'est les actifs loués en aval, genre, donc ce serait catégorie 13. Et cette catégorie comprend des émissions provenant de l'exploitation d'actifs qui appartiennent à l'entreprise, donc agissant en tant que bailleur et loués à d'autres entités. D'accord. Est-ce que ça... Ouais. Bah, disons que ça signifie que, par exemple, si j'ai 10 véhicules, hein, dont 2 qui sont rentrés dans mon parc de véhicules cette année, en fait, avec votre approche, c'est-à-dire que dans la catégorie 13, finalement, je vais retrouver les émissions liées aux actifs loués, c'est-à-dire sur les 10 véhicules, et non Mhm. pas, d'accord, sur la façon dont je l'avais présenté, les émissions liées à la fabrication des 2 seuls véhicules que j'ai intégrés. Donc, on n'est plus là-dessus, plus là-dessus. Donc, finalement, la date à laquelle les véhicules rentrent dans le parc de location a peu d'importance. Ils sont dans notre parc ou ils ne sont pas. Ouais, ouais, Ok, exact. ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Moi, j'avais compris que c'était la catégorie 8 qu'il fallait pour les actifs. Là, c'est loué en amont. C'est pas loué en aval à des clients, ou j'ai mal compris? Ah, Effectivement, je nous, réponds de ce que j'avais compris, c'était scope 3 upstream. Par contre, pour la personne, pour l'entreprise qui loue le véhicule, ce serait scope 3 downstream. Si je me trompe pas, si j'ai bien compris. Oui, Euh, exactement. Pour la personne qui va être pour, pour je me rappelle plus de votre prénom, mais Madame Gauthier, qui loue, ce Audrey, sera donc catégorie 8, merci, des actifs loués en amont, mais pour le locateur, celui qui possède des véhicules et qui va les louer à Audrey, eux, ce sera la catégorie 13. Non, d'accord. Donc, le locataire, non, mais le locataire, c'est pour ça que je suis désolée, mais du coup, j'ai toujours pas compris. Pour moi, le loueur, du coup, il y a moi, le je loueur et loue, le hein. locataire. Moi, je loue. Je suis pas le loueur. Je Oui, loue c'est les pour ça. voitures. Donc vous, Donc, vous êtes locataire et quand on regarde voilà. la présentation, ça indiquait que c'est en catégorie 8 pour les actifs loués en Ah amont oui, pour ceux Oui, qui sont exact. locataires. Mais c'est ce que je dis. Donc pour Et- les locataires, c'est 8 et le 13, ça serait oui, pour la le personne qui loueur. Donc possède les c'est pas le véhicules cas de et qui les madame. loue. Mm. D'accord. Donc, dans Exact. mon ouais, cas, on je pense que sera en c'est catégorie moi qui 8. a... Ouais. Non, vous avez... oui, ça fait du sens. Je pense que c'était moi qui a mélangé les deux catégories et qui a fait la confusion pour le groupe. Désolé. D'accord. Ok. Est-ce que, je vais poser une dernière question, après je me tais. Est-ce qu'on aura droit à avoir la session enregistrée disponible quelque part ou pas? Alors, j'essaye de voir ça avec le siège social de l'ONU, mais on essaye vraiment de limiter la propagation de ces contenus parce qu'ils sont exclusifs à cet accélérateur climat et à vous, les membres qui sont inscrits.
Donc, on essaie de garder ça exclusif et de ne pas donc propager la diffusion. Ensuite, j'essaie de voir si on peut faire des exceptions pour partager des replays, mais vraiment, normalement, on préfère ne pas. D'accord, ok. Non, c'est parce que juste ce morceau-là, j'en aurais eu besoin pour justifier le fait qu'on n'ait pas besoin de collecter la date d'entrée des véhicules dans le parc de location, ce qui nous a été demandé et qui nous met une contrainte en plus. Si elle ne doit pas être utilisée, je voudrais la lever. Voilà, c'est tout. Euh, Merci. je vois, je vois. Ensuite, ce que nous pouvons faire, si vous avez des questions aussi complexes que celle-ci, on peut revenir vers vous par mail après la présentation pour passer plus de temps à analyser votre question et à vous donner une réponse plus détaillée, si vous le Bien désirez. sûr. Elle m'allait parfaitement bien, la réponse. C'est juste que peut-être un petit mail où je vous écrirai ma compréhension et que vous me répondrez OK, ça me suffira amplement. Ce sera parfait. Merci. Parfait. Je vous en prie. Vraiment, posez toutes les questions que vous désirez. Et puis, pour des questions plus techniques, on peut aussi revenir vers vous plus tard avec des recherches et des analyses plus élaborées. Très bien. Alors, je vous remercie. On va continuer la session. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer avec la prochaine intervention, normalement. Euh, Voilà, on va venir avec, donc voilà, ça c'était la présentation. Et maintenant, Madame Valérie Leroy, qui est responsable de la qualité et de l'environnement chez Le Galet, a bien voulu témoigner de son expérience de l'inventaire de GES avec vous. Donc je vais vous laisser la parole, Valérie. Oui, bonjour à tous. Merlin, nous avons jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que vous avez terminé, jusqu'à ce que les questions soient répondues. Ouais. Donc, normalement, la session finit à 16h30 obligatoirement, mais on peut rester plus tard après si vous le désirez. Il y a Maïda et Sofiane qui vont devoir partir parce qu'elles ont un imprévu. Donc, si vous voulez poser vos dernières questions à Maïda et Sofiane, c'est le moment. Non. Ok, oh, mais je viens de faire une petite bêtise, je ne vous retrouve plus. Hop, c'est bon, je vais partager mon écran, c'est ça? Alors, Ah non, je ne peux pas. je peux le faire pour vous. Oui, Je vais je veux bien. défiler les slides pour vous. Très bien, avec plaisir. Merci. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, alors nous allons vous laisser la parole. Très bien, merci. Donc, je vous laisse partager l'écran. Bonjour à tous. Donc, vous pouvez défiler, hein, s'il vous plaît. Je vais vous présenter la société Le Galet dans un instant et vous parler de notre inventaire GES et ce que nous avons mis en place après le calcul de notre bilan carbone. Donc, Le Galet, en quelques mots, Merlin, si vous pouvez défiler. Donc, c'est une entreprise qui est basée près de Caen, dans le Calvados, une vieille entreprise normande de 1889. Nous sommes des distributeurs pour les professionnels du bâtiment, puisque nous vendons de la plomberie, de la quincaillerie, du matériel de chantier. Hein. Nous avons plus de 60 000 références stockées sur nos plateformes logistiques. Et nos clients vont de l'artisan aux collectivités privées, publiques, et également des majors du BTP. Sur la vue suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je vous le disais, naissance de notre entreprise en 1889. Nous sommes 1400 collaborateurs avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 400 millions d'euros l'année dernière. Plus de 60 000 produits en stock, mais nous en proposons dans notre catalogue 100 000, puisque nos fournisseurs en stock pour nous à peu près 40 000. Nous livrons à J+1 partout en France et notre stock en Normandie est composé de 45 000 mètres carrés et nous avons à peu près 80 000 clients. La vue suivante, pour finir la présentation de Le Galet, donc nous sommes certifiés 9001, 14001, 50001, engagés RSE exemplaires, EcoVadis Platinum. Nous sommes labellisés aussi Great Place to Work et bien sûr nous soutenons le pacte mondial. Le Galet est aussi ambassadeur pour la Normandie du pacte mondial avec une autre entreprise.
Alors, l'inventaire GES, pourquoi et comment? Donc, sur la vue suivante, pourquoi dresser un inventaire carbone? La première étape, c'est bien sûr, et là on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est connaître ces postes impactants pour pouvoir ensuite les réduire et en définissant des axes d'amélioration. Et l'objectif, c'est d'établir à l'issue de tout ça un objectif de performance de GES, et c'est là où l'étape est peut-être un peu plus complexe. En tout cas, ça fait partie en fait d'une stratégie climat qui doit être adossée à la stratégie de l'entreprise. La vue suivante. Alors, l'expérience de Le Gallet, elle a démarré en 2009 dans le calcul de son empreinte carbone. Nous ne parlions pas de bilan carbone, puisque pour parler de bilan carbone, il faut utiliser un outil spécifique qu'on a utilisé à partir de 2018. Donc, en 2009, on a utilisé la base empreinte de l'ADEME qui nous fournit des facteurs d'émission. Tout en bas de la slide, en fait, l'émission de GES, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée d'activité de l'entreprise qu'on multiplie par un facteur d'émission. Et ce facteur d'émission, il nous est communiqué par l'ADEME, et c'est ce qui nous a permis de débuter le calcul d'un bilan carbone, puisque aussi sur la partie réglementaire, nous avons toujours l'obligation de fournir le calcul de notre bilan carbone de nos activités tous les 4 ans. Ensuite, on est monté en compétences. À partir de 2018, on a voulu se professionnaliser dans ce calcul du bilan carbone, et on s'est fait accompagner par l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone, qui nous a permis l'acquisition d'un tableur bilan carbone. Et on a pu en fait calculer notre bilan carbone sur les 3 scopes, ce qui n'était pas fait jusque-là. Et on s'est aperçu en fait en 2018 jusqu'en 2022 que ce scope 3, il n'était pas exhaustif. Et nous-mêmes en interne, puisque nous étions 2 pour à l'époque 1000 ou 1100 salariés, donc avec une forte activité malgré tout, et on manquait de compétences. Et donc on a décidé à partir de 2022 de rechercher un outil qui pourrait nous aider à nous professionnaliser dans ce calcul du bilan carbone. Et donc, nous avons choisi le partenaire Actio, qui met à disposition en fait sa plateforme. Nous collectons les données d'activité des différents services, dans les différents services, et ce qui nous permet en fait d'obtenir ensuite le calcul de le résultat de notre bilan carbone par scope. Sur la vue suivante, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est le périmètre de notre bilan carbone qui est sur le scope 1, 2 et 3. Donc, en mauve, vous voyez les émissions directes du scope 1. Donc, nous aussi, nous louons des véhicules pour nos itinérants qui qui vont visiter nos clients. Donc, c'est la consommation de carburant que nous rentrons dans le bilan carbone. Ensuite, sur la partie bleu ciel, c'est le scope 2, donc les émissions indirectes liées à l'énergie, comme on vous l'a expliqué dans la première partie. Et puis tout en bas, c'est sur la chaîne de valeur, c'est toutes les émissions liées à toutes les autres activités de notre chaîne de valeur. Puisque je vous indiquais que nous étions distributeurs, donc nous achetons auprès de fournisseurs, auprès de 700 fournisseurs. Donc à peu près 76% sont européens, et dans ces 76%, il y en a 37% français. Donc on achète de la marchandise que nous revendons à ces professionnels. Donc forcément, il y a l'achat de biens et services, il y a le transport de la marchandise qui vient de ces transporteurs, de ces fournisseurs jusqu'à chez nous. Il y a toute l'activité de l'entreprise, puisqu'il y a des déplacements professionnels, déplacement domicile-travail de nos salariés, le déplacement des visiteurs, les déchets qui sont générés par l'activité. Et puis enfin, l'activité aval, puisque nous avons des clients, eh bien, nous allons livrer la marchandise qui a été commandée à nos clients, avec bien sûr un impact dans notre bilan carbone, hein. Entre autres, voilà, donc là, c'est le scope 1, 2 et 3. Et ensuite, également, on vous a parlé de l'activité qui est importante à cartographier pour qu'elle soit, pour que le bilan carbone soit le plus exhaustif. C'est ce que nous avons fait. Donc, Ah, j'ai acheté exactement le même. C'est drôle. Il n'y avait rien d'autre. Oui, je suis passé chez Leclerc. Je te dis pas. Ouais, Monsieur Pelas, si vous pouviez fermer votre son.
Excusez-moi, monsieur Pella, je crois qu'on vous entend. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro durant l'intervention, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous avez la cartographie d'activité. Donc, nous avons les sites de nos fournisseurs qui sont bien sûr impactants avec l'achat de marchandises, toute la partie transport de cette marchandise jusqu'à nos entrepôts. Nous avons des points de vente, un site de production également. Donc, il y a toutes ces activités qui sont prises en compte dans notre bilan carbone, et puis le transport des produits, à la fois chez nos clients, mais également dans nos points de vente, puisque dans nos points de vente, nos clients peuvent se déplacer pour acheter. Donc voilà, grossièrement notre cartographie d'activité qui nous a permis de compléter notre bilan carbone. Donc après, lorsqu'on a complété notre bilan carbone, on a ce résultat et on a une démarche de transition bas carbone. Nous réalisons notre bilan carbone tous les ans. Pendant même 4 ans, nous le réalisions tous les 6 mois pour suivre la tendance et surtout pour acculturer les différents services de l'entreprise à la fiabilité des données et à la transmission de ces données. C'est également tenter d'impliquer nos fournisseurs, nos clients, toutes les parties prenantes et nos salariés sur ces sujets. Et je vous présenterai aussi tout à l'heure une expérience que nous avons menée. Ensuite, c'est bien sûr définir son plan d'action de réduction et tenter de définir sa trajectoire carbone à court terme. Et là, c'est aussi un enjeu et une difficulté que les entreprises et que nous avons rencontré. Et puis, bien sûr, c'est communiquer à la fois en interne pour sensibiliser, pour mobiliser et en externe nos clients, nos fournisseurs, puisque la donnée externe est très importante et déterminante pour avoir un bilan carbone exhaustif. La vue suivante. Nous avons mis en place à partir de 2022 un agenda 2030 pour la transition écologique. Vue suivante, s'il vous plaît. Là, merci. Donc, en fait, cet agenda, il nous a permis de mettre en œuvre 110 engagements pour permettre, d'une part, la décarbonation de l'activité, nous permettre de développer une offre commerciale responsable, puisque aujourd'hui, notre business model repose sur la vente et la distribution de produits, mais demain, nous pourrions décider de vendre des produits différents, des produits de seconde main. Nous pourrions décider de vendre des services, aller vers plus d'économie de la fonctionnalité ou de l'économie circulaire. C'est des sujets sur lesquels on travaille, bien sûr. C'est bien sûr réduire les emballages et les déchets, tout en protégeant la biodiversité et en investissant responsable et en donnant les moyens aux directions de l'entreprise de mettre en œuvre les 110 engagements pour réduire l'impact carbone. Enfin, sur la vue suivante, c'est d'acculturer et surtout de sensibiliser la gouvernance, puisqu'on va en découler une stratégie d'entreprise et la stratégie d'entreprise doit inclure la décarbonation et c'est là qu'intervient la stratégie climat qui doit être claire et adossée à la stratégie d'entreprise. Sur la photo à droite, vous voyez notre directeur général, Daniel Malouf, qui a bénéficié en fait de la fresque du climat ainsi que son CODIR. Cette fresque du climat, elle a été faite par un de nos fournisseurs et donc ça a permis aussi de répondre à leurs questions parce que souvent les CODIR sont plus sur de la comptabilité financière que sur de la comptabilité carbone et donc c'est important de travailler ces points avec eux. Et bien sûr, c'est bilan carbone, plan d'action, trajectoire carbone à mettre en œuvre. Et pour terminer, les prochaines étapes possibles pour nous pour réduire ces émissions. Donc, on a effectué notre bilan carbone. Un des grands enseignements, comme c'est écrit, c'est vraiment d'améliorer la qualité des données et à collecter pour le prochain bilan carbone. Donc, ça, c'est un enjeu important pour nous. On a plusieurs possibilités aujourd'hui, c'est de fixer des objectifs grâce à la préconisation scientifique, donc en allant vers du SBTI. L'option 2,
ce serait d'aller plutôt sur du CDP, c'est-à-dire d'évaluer plutôt la structuration de la stratégie. Il y a un point que je n'ai pas mis aussi, parce que c'est une réflexion que nous avons, c'est d'évaluer la stratégie via l'ADEME avec acte évaluation, ou alors tout simplement travailler de concert avec notre prestataire expert carbone Actio pour travailler sur le module trajectoire et de la plateforme qui est proposée par la plateforme Actio. Donc là, ce serait une montée d'un cran supplémentaire. On est en train de travailler sur ce sujet-là, parce qu'on est monté plus en maturité maintenant sur le calcul du bilan carbone. Et maintenant, c'est de faire comprendre davantage à notre CODIR les moyens financiers et humains que nous devons mettre en œuvre pour travailler cette trajectoire carbone et cette stratégie climat. Voilà, en quelques mots, je suis allée assez vite parce qu'il y avait un peu de retard, me semble-t-il. Et donc, voilà. Ça a été parfait. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Nous avons une question. Je vous en prie, allez-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Justement, en parlant de la qualité des données, est-ce que en creusant un peu plus d'année en année, au lieu de finalement de diminuer vos émissions, ben, peut-être vous vous êtes rendu compte que vous en aviez oublié et que du coup, dans certains postes, bah, ça a augmenté? Tout à fait. Et là, c'est une frustration, c'est terrible parce que depuis 2009, donc on a démarré ce calcul de notre bilan carbone. On était plutôt novices. Et comme on souhaite vraiment avoir une exhaustivité et surtout voilà une exhaustivité de nos résultats pour travailler sur nos impacts, eh bien, on se professionnalise. On a des outils qui sont plus fins. On a une exigence aussi plus présente auprès de nos fournisseurs pour avoir de la donnée, mais aussi auprès de nos propres services qui doivent nous fournir cette donnée. Eh bien, on s'aperçoit qu'en tonnage de CO2, on est en augmentation. C'est la raison pour laquelle aussi on doit parler d'intensité carbone. On ne parle pas simplement de tonnage carbone, puisque nous sommes à 58 000 tonnes de CO2. Mais on va plutôt le mettre en comparaison, on va le comparer au nombre de commandes, mais ça pourrait être du chiffre d'affaires, ça pourrait être par rapport aux salariés, ça pourrait être par rapport aux livraisons, et cet indicateur nous permet de suivre notre évolution. Mais vous avez tout à fait raison, les données que on est en train de les vérifier parce que comme on s'est beaucoup professionnalisé, on s'aperçoit que les efforts qu'on a pu faire n'apparaissent pas sur le papier. Et donc, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on doit, là, tous les 4 ans, on a changé de processus, en fait, de calcul et d'outils. Moins de processus parce qu'on reste sur la méthode bilan carbone. Voilà, est-ce qu'on doit continuer à travailler à Actio pendant quelques années ou alors on se posait la question, est-ce qu'on doit trouver un autre outil on travaille sur la CSRD comme beaucoup d'entreprises, je crois, et est-ce qu'on s'est posé la question d'acquérir un outil qui pourrait faire les deux. Bon, moi aujourd'hui, je préfère effectivement travailler encore avec un outil que l'on connaît depuis 2 ans et vérifier la fiabilité de ces données et avoir surtout des années référentes pour pouvoir prouver notre amélioration continue. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que l'accent doit être mis aussi sur le suivi et l'amélioration continue pour tenir ses engagements. C'est la seule preuve tangible qu'il peut y avoir. Pour continuer, je crois que Monsieur Henry, vous avez une question. Oui, en fait, moi j'aurais deux questions. La première, si j'ai bien compris, bon, vous êtes très mature sur le plan donc, de bilan carbone. Et donc moi j'avais cru comprendre que la trajectoire SBTI, c'était vraiment quelque chose qui était incontournable. Enfin, moi, dans notre secteur, ça l'est. Mais par contre, vous avez choisi de ne pas le faire. Donc je voulais comprendre les raisons qui vous ont conduit à ne pas le faire, du moins pour l'instant. Et la deuxième question que j'avais, c'était donc à propos de la protection de la diversité. J'ai cru comprendre que vous aviez un engagement, mais concrètement, comment ça se traduit dans votre secteur, la protection de la diversité? Merci.
Je vous en prie. Alors, SBTI, tout dépend en fait quel est l'objectif d'aller vers du SBTI, du CDP ou de l'acte évaluation. SBTI, il n'y a pas d'obligation. Nous n'avons pas de clients étrangers. C'est des clients français et SBTI répond plutôt à une demande de clients étrangers. Voilà, on n'a pas de demande sur ces sujets-là. Il n'y a pas d'obligation. Toutefois, ça nous intéresse quand même de prouver nos engagements et nos objectifs, la fixation des objectifs grâce aux préconisations scientifiques. Encore faut-il en avoir des objectifs et des objectifs cohérents. En 2022, on avait décidé, en 2019, lorsqu'on a calculé un de nos bilans carbone, on s'était dit l'objectif, c'est de baisser de 50% nos émissions de CO2 de 2019 à 2030. Et donc, l'intérêt aurait été, après, d'aller vers du SBTI pour vérifier par un tiers certifiant la fixation de cet objectif. Donc, on n'est pas encore à cette étape-là parce que pour moi, il est déterminant d'avoir cette fiabilité des données. Concernant la protection de la biodiversité, on est une entreprise qui a, par exemple, construit une deuxième plateforme logistique. Donc, on détruit de la biodiversité. Donc, c'est savoir comment on peut réparer, reconstruire tout autour. Vous êtes transporteur, me semble-t-il. Eh bien, nous travaillons également avec des transporteurs qui mettent des camions sur la route et qui abîment la biodiversité tous les jours pour livrer nos milliers de commandes. Donc, c'est aussi de se poser la question. Donc, ça, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les entreprises et les PME. Et donc, la CSRD, pour laquelle on commence tous à travailler, me semble-t-il, nous questionne déjà sur ces sujets-là. Et donc, on va monter aussi en compétences. On a commencé à ouvrir un plan d'action, mais qui est plutôt à notre niveau. Maintenant, il faut qu'on inclue la chaîne de valeur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Bonjour, beaucoup. Et je vais… Oui, pardon, Géraldine. Bonjour, vous m'entendez? Je réactive le son. Bonjour Valérie, ça fait pas longtemps qu'on s'est presque quitté. J'ai une petite question pour vous Valérie. Quand vous avez changé d'intervenant et d'outil pour faire les bilans carbone chez Le Gallé, est-ce que vous avez continué l'exercice de refaire avec les nouvelles méthodologies les bilans carbone selon les anciens périmètres et anciens biais décisionnels que vous aviez pris? Les résultats, est-ce que depuis 2009, je ne veux pas dire de bêtises, vous avez combien de bilans carbone annuels pour pouvoir vous comparer d'une année sur l'autre dans les mêmes périmètres? Ouais. Alors la difficulté, je pourrais vous dire qu'entre celui de 2018 et celui de 2022 qui bénéficiait de deux outils différents, on a fait la comparaison. On avait à peu près les mêmes données, donc ça m'a rassurée sur la méthode qu'on utilisait, mais je n'étais pas surprise parce qu'à partir de 2018, on a utilisé la méthode bilan carbone qui était et on avait bénéficié d'une formation supplémentaire, donc on a pris en compte un peu plus le scope 3. Ce qu'on faisait moins de 2009 à 2018. Et c'était un autre service et d'autres salariés qui calculaient ce bilan carbone à l'époque et qui ne font plus partie de la société aujourd'hui. Donc, j'ai moins de données comparatives et c'est pour ça qu'on est reparti d'une page blanche en 2018 lorsque moi j'ai repris le calcul du bilan carbone et d'un nouvel outil. Mais on a comparé effectivement le 2018 et 2022 et on tombait sur des mêmes résultats, une même méthodologie. Donc ça m'a rassurée. Mais comme je le disais précédemment, comme on se professionnalise, on est plus exigeant et on fouille un petit peu plus, on fouille un peu plus dans les données. Eh bien, on est frustré parce que les résultats augmentent malgré toutes les actions qu'on peut mener. Ok. Et Valérie, dernière question. Vous êtes, sur le SBTI, j'imagine, qui a été approuvé ou pas encore? Non, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne s'est pas lancé vers le SBTI pour l'instant. Donc, moi, j'ai analysé en fait toutes les solutions possibles, SBTI, CDP, acte évaluation. Je pense qu'on ira plutôt vers une acte évaluation parce que je veux déjà faire évaluer la stratégie
climat de l'entreprise pour voir si c'est cohérent. Et ensuite, dès que la stratégie climat sera évaluée, on pourra fixer les objectifs grâce à des préconisations scientifiques et les faire vérifier par le tiers de confiance. Mais le SBTI ira après l'évaluation de notre stratégie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun donneur d'ordre chez vous qui vous l'impose? Non, aucun, parce que alors c'est surtout les clients, d'après ce que j'ai pu voir, hein, c'est surtout nos clients, les clients étrangers. Et nous, c'est des clients français. Donc, on n'a pas d'exigence aujourd'hui, bien sûr, mais peut-être demain. Ok, merci. Merci pour cette question et merci Valérie pour cette réponse qui était très bien structurée. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions dans le chat. Donc, si vous avez du temps un petit peu à me consacrer avant de terminer cette session, je crois que nous avons une nouvelle question de Christine, mais juste avant de passer à votre question, je vous ai lancé un questionnaire de satisfaction sur cette session. Si vous pouviez prendre quelques minutes pour le remplir et évaluer cette session, ça me permettrait de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé et comment je pourrais améliorer la prochaine session. Voilà, je vous remercie. Je vais vous laisser la parole, Christine. Oui, bonjour. Désolée, je suis arrivée en cours de route, donc j'ai peut-être posé une question qui a déjà été évoquée. Mais quand j'ai fait la préparation à cette session avec les e-learning et le matériel qui était mis à disposition, il envoyait vers un simulateur, vers un lien où il était question d'un simulateur qui n'est plus mis à disposition. Donc on était un peu frustrés. Parce que justement, on était un peu dans le même cas que le galet, c'est-à-dire que nous, on a commencé avec le bilan carbone petit c, enfin avec l'ADEME. On a fait la formation acte ADEME, acte pas à pas. Et puis là, on est en train de se demander, est-ce qu'on bascule en GHGP? Parce que par contre, nos clients et Covadis aussi un peu demandent plutôt GHGP. Enfin, du coup, on aimerait se faire une idée, c'est quoi l'outil GHGP? Et donc, le simulateur, il n'est plus disponible. Oui, en effet, j'ai vu votre question dans le chat. Je l'ai tout de suite transmise à mes confrères au siège social. C'est peut-être une erreur technique, donc je viens de faire remonter l'information et je reviendrai vers vous, Christine, dès que j'aurai la Très réponse. bien. Oui. Mais je pense que ça intéresse tout le monde. Peut-être les gens n'ont pas remarqué. Oui, mais merci de l'avoir signalé. Oui, Ça en fait effet, c'est quelque chose, en effet, qu'il fallait souligner. Ça intéresse que moi? Non, Christine, vous n'êtes pas seule. Merci, je me sens moins seule. Merci beaucoup, Christine. Je crois que Laetitia, vous aviez une question également? Oui, alors j'ai une question d'abord à Madame de Gallet. Du coup, vous parliez de acte évaluation, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est un prestataire, acte évaluation? Oui, c'est l'ADEME qui D'accord. fait ça. Donc, il y a Acte Pas à Pas qui accompagne les entreprises qui démarrent sur le sujet, qui accompagne les entreprises dans la définition, le déploiement et le suivi et l'évaluation de leur stratégie climat. Et puis ensuite, quand on a mis en place cette stratégie climat, il y a Acte Évaluation qui nous est proposé. D'accord. Et donc, sur la partie décarbonation, est-ce que vous avez déjà envisagé de la compensation carbone? Non, on n'est pas, pour nous, vraiment ce qu'on souhaite, c'est connaître et puis réduire nos postes et de la compensation. Alors, on nous a effectivement, j'ai étudié un certain point, mais on n'est pas dans ce mouvement de compensation. On a fait des plantations, mais vraiment pour soutenir des associations, mais pas du tout pour mettre en face une compensation carbone. Oui, d'accord. Et ensuite, j'avais une dernière question. Du coup, comment vous avez quand même réussi à convaincre
votre direction, enfin, j'ai vu que vous avez réussi à leur faire une fresque du climat. Comment vous avez fait? Alors, comment on a fait? Grâce à nos clients, d'une part, qui nous questionnent de plus en plus sur la décarbonation de nos produits, hein, parce que c'est aujourd'hui notre bilan carbone, c'est 60% des achats et les achats de nos produits. Et donc, notre directeur, alors on a changé de gouvernance depuis un an et demi. Nous avons aussi une nouvelle directrice RSE qui a impulsé aussi une autre stratégie. Et notre directeur des générales, qui écoute beaucoup la voix du client, a pris conscience en fait que ce sujet n'était pas que réglementaire, mais également attendu. Donc, il a pris conscience aussi que lui devait monter en compétences et devait monter son CODIR. Et la prochaine étape, d'ailleurs, c'est aussi notre président qui va bénéficier de cette fresque du climat en juillet prochain avec quelques membres du comité de surveillance. Donc là, c'est des petites victoires comme ça, mais c'est voilà. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que ce soit un fournisseur qui nous l'a proposé. Donc voilà, c'est entre pairs, entre guillemets, et ça permet de parler de la même chose. Donc, mais c'est des petites victoires petit à petit mais avec beaucoup de sollicitations quand même sur ces sujets. Très bien. Après, j'avais une question pour Merlin. Oui. Moi, j'avais compris qu'on pourrait, en fait, qu'il fallait voir les capsules vidéo des supports avant cette session pour poser quand même des questions par rapport à ces capsules. Et en fait, j'ai pas pu poser mes questions. Alors, je vais pas ralentir, enfin, ou rallonger le timing qui était prévu, mais à qui je peux poser mes questions? Est-ce que je peux vous envoyer un mail ou Non, comment je bien sûr, bien sûr. Envoyez-moi un mail avec vos questions et puis moi je les transmettrai à mes collègues qui vous répondront avec une réponse plus développée. Je sais que on est toujours limité par le temps durant ces sessions, donc vraiment il n'y a aucun problème pour poser des questions après. Et du coup, pour la prochaine fois, il faut juste faire l'exercice. Pour la prochaine fois, alors oui, il faut faire l'exercice chez vous et ensuite les intervenants vous présenteront la méthodologie et les résultats. D'accord. Merci. Ce sera le côté pratique. Merlin, juste il n'y a aucun moyen d'avoir des exercices en français. Parce que, Alors, après tout, si le module est en français, alors c'est pas grave, il n'y a qu'une page, hein. C'est pas non plus, ça va pas chercher loin, mais c'est vrai que alors, en effet, je crois qu'il y a eu des versions en anglais, mais je crois qu'il y a eu aussi la diffusion des versions françaises. Vous n'avez pas Non, la version française? sur on l'a pas eu, l'exercice, hein. non? Non? Pour les... Ouais. Pardon, Alors ça, Laetitia. alors ça aussi, c'est un autre problème que je vais faire remonter de mon côté. Je vous tiendrai au courant de leur réponse. En effet, c'est un peu compliqué si l'exercice est en anglais, mais on m'a assuré que l'exercice se fera démontrer en français durant la session suivante. Ce qui est bizarre, c'est que cette fois-ci, on avait les supports qui étaient mis à disposition en français et pendant que les intervenantes de WSP on parlait, elles ont montré des slides en anglais. Oui, Et inversement, en fait, on a actuellement des fichiers Excel avec du contenu en anglais. Bon, mais si on peut nous montrer la prochaine fois la version en français, c'est bien aussi. en effet, vu que tout le contenu vient du siège social qui est basé à New York, il y a le travail des traducteurs qui n'a visiblement pas été à la hauteur. Donc, je vais remonter ça et puis j'essaierai de résoudre le problème le plus rapidement possible pour vous. Merci beaucoup. Alors, Merci à vous et encore désolé pour ça. Je crois qu'on peut continuer avec les questions, à moins que vous ayez encore quelque chose. Non? Ok, très bien. Alors, on peut continuer avec les questions. Je crois que, Monsieur Henry, vous aviez levé la main juste après.
Oui, voilà. Donc, c'est une micro-question. En fait, pour Valérie, en fait, j'ai vu dans les capsules vidéo que lorsqu'on changeait le périmètre, on pouvait recalculer l'année de référence. Et du coup, je voulais savoir si, vous l'aviez fait, Valérie, pour être sur une même base, en fait. Donc, recalculer l'année de référence ou recalculer un bilan carbone pas forcément l'année de référence parce que vous l'avez fait depuis 2009, mais en tout cas ceux des années antérieures pour être sur en fait une même base. Non, alors, ce que j'expliquais, c'est que comme on change d'outil, même si les méthodes restent plus ou moins les mêmes, on s'adapte à la demande de l'outil et on travaille en année civile. J'ai juste, moi, pu comparer une année de 2021, je crois, ou 2020-2021, parce que l'année 2020 était un peu particulière, entre deux outils pour voir si le périmètre était cohérent. Mais voilà, j'ai pas changé de périmètre, autre, on s'est adapté à chaque outil. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Et à vous, Madame Gauthier. Oui, encore une question pour Madame Leroy. Et donc, on a abordé, vous avez parlé donc de l'outil de l'ADEME. Je suis assez intéressée par cet outil-là. Alors, je voulais savoir, est-ce que soumettre, on va dire, une stratégie finalement climat à cette relecture, c'est-à-dire à cet outil de l'ADEME, acte évaluation, permet à la fin, quand il rendent, voilà, je ne sais pas si ça en rend un résultat. En tout cas, est-ce que ça peut nous permettre de justifier de l'alignement de nos stratégies, notamment avec les ambitions euh, des accords de Paris? Est-ce que ça peut permettre ça ou pas, cet outil? Je ne le connais pas du tout, je le découvre. C'est vrai que là, pour l'instant, on est plus orienté SBTI, mais on a quelques craintes sur le fait qu'on puisse s'engager à court terme parce que les ambitions SBTI sont tellement élevées et qu'on souhaite bien y réfléchir avant de s'y engager que, effectivement, je n'ai rien contre trouver un outil intermédiaire qui pourrait nous aider dans un premier temps avant de basculer SBTI. Je voulais en savoir un peu plus. Oui, alors, on calcule le bilan carbone. Le bilan carbone nous donne effectivement une tendance et puis on va pouvoir monter sa stratégie climat. Donc, acte pas à pas accompagne les entreprises entre 8 à 12 mois de projet et les entreprises en fait qui souhaitent implémenter les éléments nécessaires de sa stratégie climat. Donc ça, c'est du volontariat. L'accompagnement est fait sur les métriques GES, mais aussi toutes des réflexions sur le business model d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, effectivement, c'est fourni, c'est proposé par évaluation, par acte pas à pas. Et ensuite, quand vous avez construit cette stratégie, eh bien, elle doit être évaluée, elle peut être évaluée, c'est aussi du volontaire, c'est une portée internationale tout autant que SBTI, même si SBTI, elle n'évalue pas nos stratégies, hein, elle vérifie que nos objectifs sont cohérents et sont grâce à la préconisation scientifique. Oui, enfin bon, après, si elle accepte les objectifs, ça signifie que les objectifs d'entreprise sont suffisamment ambitieux pour répondre aux attendus. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, puis les objectifs, enfin, en gros, pour que SBTI reconnaisse, on va dire comme quoi les objectifs sont alignés avec SBTI, c'est déjà très, très ambitieux. Enfin, Oui. Après, tout dépend effectivement le besoin que vous en avez et les clients ou les parties prenantes, parce que SBTI, il y a une forte reconnaissance internationale et qui est aussi exigée par certaines parties prenantes. Et c'est pour des entreprises qui souhaitent vraiment fixer les objectifs de réduction. On peut mettre en place une stratégie, alors sans objectif, bien sûr, c'est peut-être incohérent, mais voilà, c'est petit à petit en fonction des outils. Alors moi, je les ai découverts aussi au fil de l'eau. J'ai fait une comparaison des différentes démarches. Et ensuite, notre réflexion serait plutôt d'aller vers de l'acte évaluation aujourd'hui. Peut-être aussi peut-être moins difficile, entre guillemets, que sur du SBTI en charge de travail, peut-être.
aussi, et peut-être en coût. Je crois en coût aussi. Oui, En voilà, coût parce financier. qu'effectivement, ça s'analyse. Mm. Alors, juste pour répondre à Mm. votre question, nous, on n'a pas forcément, on va dire, une forte pression de la part de nos clients, même s'ils sont internationaux. Mais par contre, on va être évalué au travers de nos scores à un certain nombre de questionnaires, dont CDP qui prend lui bien en compte, par contre, SBTI. Oui. Et c'est surtout, en fait, vraiment alors, l'exigence à laquelle on souhaite répondre, hein, c'est comme de multiples entreprises. En fait, nous sommes cotés en bourse, donc la CSRD va s'appliquer dès cette année. Et effectivement, dans les points, il s'agit de pouvoir préciser si la stratégie répond est basée sur des attentes, enfin, sur des données scientifiques. Et effectivement, à ce moment-là, on commence à se poser la question, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir justifier parce qu'on va être aussi audité. Donc, enfin, voilà, il faut préparer les éléments justificatifs que la stratégie que l'on propose est alignée par rapport euh, aux avancées scientifiques. Et effectivement, SBTI était une solution. Et potentiellement, peut-être que l'acte évaluation pourrait être une autre solution Oui, dans le et cas de la d'après, CSRD, hein, je ne dis pas d'autres ouais. demandes. Après, ce que j'ai cru comprendre aussi pour SBTI, c'est que les objectifs que l'on fixe, on doit les atteindre. Et si on ne les atteint pas, alors je ne sais pas si c'est au bout de 2 ans ou un an, je crois que c'est 2 ans, il ne faudrait pas dire de bêtises, mais SBTI peut vous faire ressortir en fait de ce volontariat-là, voilà, de cette signature que vous avez eue avec SBTI. Et ensuite, ils vous marquent, entre guillemets, dans leur communication en Oui, disant c'est on a ça, retiré c'est telle ça. entreprise qui n'a pas. Donc, il faut faire attention, faut vraiment être sûr aussi des engagements que l'on souhaite, souhaite prendre. Oui, sauf quand on a des Exactement. donneurs d'ordre qui nous l'imposent. Enfin, nous, on a des banques qui nous l'imposent, très clairement. On a des clients qui nous l'imposent. Aujourd'hui, les liens SBTI et Covadis sont quand même assez ténus, étroits. Et SBTI CDP, parce que d'ailleurs, les deux aussi s'appuient l'un sur l'autre. Tout est payant. Et si au lieu de payer tout ça, on faisait des investissements, ce serait peut-être pas plus mal. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, on n'a pas la latitude pour pouvoir dire non à certains donneurs d'ordre. Et c'est très compliqué de ne pas y aller avec le risque, en effet, de se planter. Parce qu'avec 30 ou 40% de biais d'approximation dans nos bilans carbone, si on fixe une amélioration de 20 ou de 30% de nos émissions quand on a 30 ou 40% on va dire, d'incertitude, c'est hyper facile de se planter dans la trajectoire sur laquelle on mise, quoi. Donc, c'est Ouais, peut-être, oui. Merlin, l'objet d'un sujet sur la Vous avez, communication. Vous avez tout à fait raison et la deuxième partie de l'accélérateur se portera exclusivement sur SBTI et où là, il y aura les experts qui pourront répondre à vos questions. Donc, je vous recommande de garder vos questions pour les experts qui vont arriver vers la rentrée. J'ai quand même une dernière question pour Valérie Leroy. Du coup, là, au départ, vous aviez réalisé vos bilans carbone selon la méthode BGS, là, si c'est Oui. voilà. Mais maintenant, avec la CSRD, il y a besoin du GHG protocole. Vous avez fait le bilan selon les deux méthodes? Alors, l'outil peut effectivement le calculer également sur l'outil Actio. Donc, on peut D'accord. obtenir cette donnée-là également. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Gauthier, est-ce que vous avez toujours la main levée pour une autre Désolée, j'avais question? oublié de baisser la main. Merci. Pardon, désolé. Très bien, ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, ceci marque la fin de l'accélérateur. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé et je remercie chaleureusement Valérie Leroy pour cette présentation qui a été très structurée, très intéressante et qui a donné vraiment pour moi un meilleur élan dans cette présentation, d'avoir quelque chose de concret, un témoignage de votre entreprise est très précieuse. Donc, merci pour cette intervention. Avec plaisir.
Donc, merci à tous et à toutes. La prochaine session se déroulera donc le 27 juin et se portera sur les exercices pratiques. Je reviendrai vers vous également dès que j'en saurai plus sur la version française. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vais arrêter la vidéo et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bon au revoir. après-midi. Merci à Au revoir. vous. Au revoir.